En réponse à l'attentat terroriste d'hier à Jérusalem, Israël a mené une frappe aérienne au Qatar contre la direction du Hamas. Tout ce que nous savons jusqu'à présent sur cette attaque, mais aussi sa signification en particulier pour la relation entre le Qatar et les États-Unis, dans cette vidéo. Lors de l'attentat terroriste d'hier, 6 personnes ont été tuées à Jérusalem lorsque 2 terroristes ont ouvert le feu sur un bus qui se trouvait à un arrêt. Israël a lancé l'opération Sommet de feu en réaction. 15 avions de combat ont été déployés et, selon les autorités israéliennes, ont largué plus de 10 armes de précision. D'où l'attaque a été lancée. Ici, d'ailleurs, nous voyons le bâtiment après les frappes. D'où l'attaque a été lancée reste encore incertain. Il était probable que les avions de combat aient survolé la Syrie et l'Irak. L'attaque a eu lieu lors d'une réunion de membres dirigeants du Hama à Doha, la capitale du Qatar. Selon les autorités israéliennes, il s'agissait d'une frappe de précision préparée en collaboration avec le Shin Bet. Le Shin Bet est le renseignement intérieur, le Mossad s'occupe de l'extérieur. C'est assez intéressant dans ce contexte. Israël souligne qu'ils ont entièrement planifié et mené l'opération de manière autonome. On insiste là-dessus, bien sûr, pour ne pas être entraîné dans toute cette affaire, pour ainsi dire. L'attaque, selon le gouvernement israélien, était entièrement justifiée par l'attentat d'hier. C'est ce que disent Netanyahou, le Premier ministre, ainsi que le ministre de la Défense. Et même si cela a été présenté comme une réaction à l'attentat, il est désormais clair que l'attaque était planifiée depuis des mois. On pourrait penser qu'il était au moins dans les tiroirs avant d'être lancé. Un journaliste israélien affirme que l'attaque était non seulement planifiée, mais déjà en cours, parce que c'était une occasion unique de capturer toute la direction restante du Hamas. Lorsque le Hamas a revendiqué l'attentat d'hier à Jérusalem, les avions de chasse étaient déjà en vol. On a donc simplement utilisé l'attentat comme prétexte pour mettre en œuvre un plan qui existait déjà depuis un certain temps. Axios écrit ici que l'assemblée est celle du Hamas. Des membres dirigeants du Hamas venant de Turquie auraient-ils également assisté à la réunion du Hamas qui s'est tenue à Doha ? Cela signifie que presque toute la direction restante du Hamas était sur place, donc à portée d'Israël. Ont été tués le fils de Khalil al-Hayya, M. Haman al-Hayya, ainsi que son directeur de bureau, Jihad Lubad. Middle East Eye rapporte que d'autres auraient été blessés. Nous avons ici Joe Trussman de la Foundation for Defense of Democracy's Hamas a souvent considérablement retardé l'admission de la mort d'un membre dirigeant. Cela veut dire qu'il se pourrait que, dans les semaines ou mois à venir, le nombre de morts soit supérieur à celui annoncé. Le Hamas souligne cependant que la tentative d'assassiner la délégation de négociation a échoué. Ici, 5 membres du Hamas sont mentionnés comme ayant été tués, ainsi qu'un autre membre. Un agent de sécurité du Qatar, donc également un citoyen qatari, aurait été tué lors de l'incident. Parlons du Qatar. La direction du Hamas est depuis longtemps au Qatar et peut y vivre ouvertement et librement sous la protection du gouvernement. Cela frustre Israël et les États-Unis, rappelant que 41 États dont les États-Unis et l'Union européenne considèrent le Hamas. Les États-Unis auraient été informés à l'avance, dit-on. Les Israéliens ont prévenu les Américains à l'avance, qui auraient ensuite informé le Qatar, d'après le Wall Street Journal. Il faut préciser que les Israéliens devaient informer les Américains à l'avance, n'ayant pas d'autre option. Ils ne peuvent pas opérer là-bas car il y a une base américaine importante sur place. En fait, c'est la base américaine la plus importante du Moyen-Orient. Et le Qatar est aussi un allié important des États-Unis. Et depuis 2022, il est également classé comme Major non NATO Ally, c'est-à-dire un allié presque équivalent à l'OTAN. Tout cela peut avoir des conséquences dramatiques sur la relation entre les États-Unis et le Qatar. Si les États-Unis s'avèrent à l'avance qu'Israël allait attaquer le Qatar mais n'ont pas empêché cette attaque, dans quelle mesure seront-ils considérés comme complices, compédores ? Le Qatar était-il informé à l'avance et n'a rien fait pour empêcher cela ? Cela remettrait bien sûr en question la position du Qatar en tant que médiateur s'ils avaient permis qu'une attaque ait lieu sur leur propre territoire. Le Qatar abrite la plus grande base militaire américaine du Moyen-Orient, ce qui le rend très important pour les États-Unis.
Et la défense anti-aérienne du Qatar a également participé à la défense contre l'attaque iranienne sur la base américaine, dont nous avons parlé ici sur la chaîne à l'époque. D'où la question cette fois encore, qu'en était-il de la défense anti-aérienne cette fois-ci ? J'ai vu des spéculations disant qu'elle aurait pu être désactivée par les Américains. Et même si je ne peux pas l'exclure, il ne faut bien sûr pas oublier avec quels avions cette attaque a probablement été menée, à savoir des F-35. Même les radars des batteries patriotes sur place ne pourraient probablement les détecter qu'à quelques dizaines de kilomètres seulement. Cela veut dire qu'est-ce que le Qatar aurait vraiment pu faire là-bas ? Surtout que nous ne savons pas encore quel type d'ogive, quels missiles ont été utilisés, ni dans quelle mesure ils avaient eux-mêmes une signature radar réduite. Cela signifie qu'à ce stade, nous ne pouvons pas dire si la défense aérienne qatari n'a pas pu ou n'a pas voulu intervenir. Car le mode opératoire de l'attaque n'est tout simplement pas encore connu. Au niveau international, tout cela a suscité de vives condamnations. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, le Koweït, l'Irak et la Ligue arabe ont dénoncé l'attaque. La Turquie a également condamné l'attaque et affirme qu'Israël veut poursuivre la guerre. Et maintenant, passons à la question d'Israël. Quelle est la signification de cela pour Israël ? Il est en fait évident que cela empêchera le cessez-le-feu avec le Hamas. Celui-ci aurait apparemment été proche. Donald Trump a rappelé qu'Israël avait accepté un cessez-le-feu. Il ne reste plus qu'au Hamas d'en faire autant. Après l'attaque, cela semble pratiquement exclu. Nous voyons ici que Benjamin Netanyahou déclare après l'attaque que cela pourrait permettre un cessez-le-feu. Je pense que ce sont simplement des balivernes totalement absurdes à expliquer. Après l'attaque contre la direction du Hamas, un cessez-le-feu devient plus probable. Parce que le Hamas n'est pas une organisation qui, par le passé, a montré qu'elle se laisserait impressionner par une telle attaque au point de céder immédiatement. Nous l'avons vu, un dirigeant après l'autre a été tué par les Israéliens et nous n'avons pas vu que le Hamas ait fléchi pour autant. Dire que cette attaque faciliterait la conclusion d'un cessez-le-feu semble tout simplement absurde. Un diplomate du Qatar aux États-Unis a également dit cela. Il a dit que cela est compromis, les négociations. Et je pense que c'est clair ici. Les négociations sur un cessez-le-feu semblent donc terminées, justement parce que des négociateurs du Hamas étaient apparemment sur place et ont donc été directement attaqués. Si ces informations sont exactes, les proches des otages expriment naturellement d'énormes inquiétudes pour leurs proches, pour les otages qui se trouvent toujours dans la bande de Gaza. Là-bas, on craint des actes de vengeance. Et bien sûr, on s'attend à ce qu'un cessez-le-feu soit instauré justement à cause de cela. Il est moins probable qu'il reste le plus longtemps entre les mains du Hamas, où il pourrait justement trouver la mort. Il serait aussi faux de ne pas dire que cela aidera à maintenir Netanyahou comme Premier ministre. Certains l'accusent de prolonger la guerre pour éviter la fin de la coalition et craindre des élections anticipées. Ces accusations viennent de l'étranger et d'Israël. Je ne me permettrai pas d'affirmer ici que c'est le cas, ni que ça ne l'est pas. Mais il serait définitivement faux de ne pas mentionner que cette accusation s'ajoute, à savoir que Benjamin Netanyahou voudrait délibérément prolonger la guerre, non seulement pour atteindre ses objectifs stratégiques, donc pour anéantir le Hamas, pour libérer les otages, si nécessaire par la force, sans faire de concessions notables au Hamas. Mais il serait faux d'ignorer qu'au moins les accusations existent, selon lesquelles le gouvernement Netanyahou retarde délibérément la guerre afin de pouvoir rester plus longtemps au pouvoir. Ce n'est pas complètement unilatéral. Et cela nous est montré ici par le chef de l'opposition Yair Lapid, qui a également félicité l'attaque. Fait intéressant. 2 heures plus tard, il a appelé à la fin de la guerre contre le Hamas. Dans quelle mesure cela est lié, dans quelle mesure cela peut être déduit des réactions dans les commentaires, je ne peux bien sûr pas en juger, mais cela devrait bien sûr aussi être mentionné. Même du côté de l'opposition, cette attaque n'est en aucun cas condamnée en soi, bien au contraire. Là-bas, on a félicité sa propre armée. En conclusion, les relations États-Unis-Qatar pourraient être gravement endommagées. Si le Qatar pense que les États-Unis étaient au courant depuis plus longtemps et ont couvert l'attaque, cela doit gravement endommager les relations entre les deux pays. La mort d'un soldat ou policier qatari dans l'incident complique encore la situation. Car, comme je l'ai dit, une attaque qui se produit sans dégâts au sol, où un bâtiment est détruit. Pour moi, tant qu'aucun détenteur d'un passeport qatari n'est tué dans l'incident. C'est beaucoup plus facile pour le gouvernement de la République de mettre cela de côté que dans un cas où quelqu'un en uniforme est réellement mort. Cela va de soi. Cependant, il faut reconnaître que le Qatar a peu d'options. Hors États-Unis, seule la Turquie est un partenaire solide.
L'Arabie saoudite était impliquée, les Émirats arabes unis et l'Égypte ont bloqué le Qatar de 2017 à 2021 en l'accusant de soutenir des terroristes. Ce que nous voyons actuellement, ce qui n'est pas totalement faux non plus, ce sont des relations trop étroites avec l'Iran. Mais le Qatar, justement en raison de sa position d'allié des États-Unis et en même temps de son absence totale de scrupules à traiter avec des islamistes et des terroristes, était un médiateur important. Cela signifie que du côté des États-Unis et d'autres, on n'a peut-être pas apprécié la proximité du gouvernement qatari avec les terroristes, qui existent tout simplement. Mais on l'a également utilisé de bon gré, ainsi le Qatar a servi d'intermédiaire avec les talibans. C'est là, entre autres, qu'ont eu lieu les négociations entre le gouvernement Trump et les talibans concernant le retrait d'Afghanistan. C'est aussi là que se déroulent souvent des négociations avec le Hamas. Là-bas, dès qu'il faut parler aux terroristes, on fait appel au Qatar. Et les dirigeants sur place utilisent leurs contacts qu'ils ont justement avec les organisations terroristes pour permettre des négociations. Cela signifie que, même si le Qatar est fortement critiqué parce qu'il héberge des terroristes, parce qu'il est très ouvert envers les terroristes, cela ne veut pas dire qu'on ne profite pas de cette situation quand cela est utile. Le Qatar doit être complètement hors de lui en ce moment, mais ses options sont donc quelque peu limitées. Les relations avec les autres États qui ont participé au blocus se sont quelque peu améliorées. Mais ce n'est pas comme s'ils pouvaient s'en sortir sans les États-Unis sans problème. Ils pourraient alors être soumis à une forte pression. Ils ne vont sans doute pas couper les liens avec les États-Unis. Il paraît aussi très improbable qu'ils ferment la base américaine. Pour le reste, il n'est pas clair comment les choses évolueront. Parce que les autres nations doivent aussi se demander si les États-Unis permettent une attaque contre le Qatar, qui sera le prochain. Qui d'autre les États-Unis laisseront-ils Israël attaquer sans intervenir ? Les États-Unis auraient pu appeler pour demander l'arrêt immédiat, comme Trump l'a fait avec Netanyahou lors de la riposte israélienne prévue contre l'Iran. Après la conclusion du cessez-le-feu, un autre missile a été tiré depuis l'Iran et a frappé Israël. Israël a alors lancé ses avions de combat pour effectuer pratiquement une riposte et ainsi relancer la guerre. Donald Trump a alors passé un appel, et les Israéliens ont immédiatement fait demi-tour avec leurs avions. Cette fois, cela n'a manifestement pas eu lieu. Cela signifierait ou serait perçu ainsi que Donald Trump l'a permis. Peu importe comment les faits se sont réellement déroulés, s'il y avait même le temps ou quoi que ce soit de ce genre. Cela fera croire que Donald Trump a laissé Israël attaquer un allié, poussant chaque autre partenaire à s'interroger. Donc si le Qatar peut être bombardé, pourquoi pas nous aussi ? Pour le Hamas, la question se pose également de savoir ce qu'il va faire maintenant, car il n'est manifestement plus en sécurité au Qatar. Israël a ainsi démontré qu'il est également prêt à mener une attaque aérienne, même au Qatar. Et cela signifie que le Hamas ne pourra plus se déplacer aussi librement qu'auparavant. Où pourrait-il donc se replier ? Il ne reste presque que la Turquie. C'est là que cela devient intéressant. Israël oserait-il agir là-bas et comment la Turquie réagirait-elle ? Une frappe israélienne sur leur cible. Cela détériorerait encore davantage la relation entre les deux pays qui a déjà souffert à cause de la Syrie. En plus des autres points de friction, comme Gaza elle-même. Voilà le rapport de situation à ce stade. Vous faites donc une bonne affaire et vous pouvez ainsi vous informer de manière complète et équilibrée. Si tout cela vous a plu, je serais ravi d'un pouce levé. Cela aide avec l'algorithme. Et laissez un commentaire si vous avez quelque chose à ajouter. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Demain à 20h, heure allemande, un live stream présentera un rapport sur la guerre en Ukraine, suivi d'une session de questions-réponses. Nous pourrons aussi en discuter. Ce serait un plaisir de vous y retrouver. C'est tout pour le moment, merci de votre attention et à bientôt. Merci au lieutenant Janice J, Robert Ville, Anti-X, Robert Günther, Sacha Müller-Cunningham-Eustress, Uwe de Vren, surnom de Babe, Karsten Schulz, Sacha Horvath, Gulash Nasha, 4000 Tequila 42 et Badass Lawyer. Merci, sans vous ce serait impossible.